Bagarre bagarreuse, bonsoir, bienvenue à la bagarre. Ce soir, on reçoit, vous l'avez vu, Johnny Frachet. Bonsoir Johnny. Bonsoir. Salut Bonsoir à J. tous. Salut. On va pas faire le récap de tous tes combats, toute ta carrière. On va pas dire qu'on est content de te recevoir parce qu'on est super content de te recevoir. Moi, je suis à content la d'être là. bagarre. On est assis à côté d'un homme qui a plus d'une centaine de combats en tout, on va dire une quarantaine de combats en pro. Ouais. La même chose en amateur. Il a combattu en grappling, en jiu-jitsu brésilien, en boxe thaï. Il a tout fait. Première question, est-ce que tu te considères comme exigeant? Un homme exigeant? Ça commence fort là. La première fois qu'on me demande ça. Ok. Juste pour corriger, j'ai pas tout fait. Il y a plein d'arts martiaux que j'ai pas fait et tout ça. Donc voilà. Ouais, j'ai testé pas mal de disciplines. Exigeant. On va dire que dans ma vie privée, à la maison, beaucoup moins. Mais dans ma vie professionnelle, j'essaie de l'être de plus en plus. D'apporter une exigence le plus dur, l'exercice de style le plus dur, je trouve, c'est d'apporter une exigence qui soit pas un camouflage pour ne jamais rien réussir vraiment. Parce que des fois, quand on est exigeant, on se dit de toute façon, je peux toujours mieux, et du coup, en fait, ça justifie intrinsèquement le fait que jamais tu vas atteindre ce truc-là, donc t'es jamais content, donc ça justifie aussi des échecs. Donc j'essaie d'être, c'est dur, mais j'essaie avec le temps d'être juste dans mes exigences, en tout cas surtout avec les athlètes et les combattants que j'accompagne. Donc tu es plus exigeant finalement avec toi-même qu'avec les autres. D'une manière différente, je dirais. Je dirais d'une manière différente. Pourquoi je te pose cette question? Vas-y, je t'en prie. Parce que ça montre à quel point tu as dédié ta vie au sport et maintenant tu l'as dédié aux autres par le biais de l'enseignement et du coaching. Et ça montre à quel point même si tu veux pas lire parce qu'on sait que t'es très tout ça exceptionnel, parce qu'un homme sage a dit l'être normal est exigeant avec soi-même, l'être exceptionnel est exigeant. Enfin, l'être exceptionnel est exigeant avec les autres, l'être normal est exigeant avec soi-même. Ouais, Qui est-ce qui a dit ça? Je sais plus. Marc Aurèle. C'est Marc Aurèle, ouais. On sait que tu es un grand fan de philosophie grecque, donc c'est pour ça que. Marc Aurèle particulièrement, ouais. Marc Aurèle, le stoïcisme, c'est un courant que j'aime beaucoup en tout cas, et je pense que dans la vie de tous les jours, particulièrement, c'est surtout en ce moment, je pense que ça serait une solution à pas mal de mots. Pas mal de problèmes de société. De mots et de mots. Ok. Et ma UX, hein, bien entendu. Bon, notre info était bonne. Je te laisse poser. Oui. Alors, aujourd'hui, tu es coach, donc. C'est surtout ça, voilà. T'es plus un combattant, à proprement parler. T'es devenu coach au NR Fight. Waouh! NR Fight, c'est quoi? NR Fight, c'est des athlètes qui combattent au Cage Warrior, à Arès, Hexagon MMA, qui sont en équipe de France de MMA, etc., et qui performent en plus. Est-ce que tu les coaches tous de la même façon? Est-ce que tu les coaches tous déjà? Comment tu t'adaptes à eux? Parce que forcément, tout à l'heure, tu parlais d'exigence, mais est-ce qu'on peut être exigeant de la même façon lorsque tu as tel ou tel type d'athlète qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques? Je parle psychologique, hein, je parle pas forcément physique. Hein. Est-ce que tu t'adaptes psychologiquement? Parce que tu sais que certains athlètes sont plus émotifs, d'autres qui sont plus sanguins, tu vois ce que je veux dire? Penser à quelqu'un. Voilà. C'est une bonne question. Ce sont franchement top. Pour être concis, on est obligé de s'adapter de toute façon à tout le monde. Donc c'est la spécialisation, c'est l'adaptation, c'est un truc qu'on apprend dans les cours de sport dès le début. Maintenant, on doit quand même garder une ligne directrice puisqu'on peut pas faire des cours particuliers pour tout le monde. Maintenant, il y a des athlètes qui ont besoin de beaucoup plus de présence. Mon approche, c'est d'essayer de trouver l'universel qu'il y a dans chaque particulier. C'est-à-dire que j'essaie de trouver des concepts qui vont pouvoir être productifs avec différents athlètes. Maintenant, j'ai beaucoup plus de temps puisque j'ai une approche moins égoïstique, moins basée sur moi-même. Et donc, j'essaie d'ouvrir le champ des possibles de mes perceptions pour essayer de comprendre j'ai 1h30, qu'est-ce qui peut faire que mon cours soit le plus productif pour la personne. Donc, on sait qu'il faut que ça lui plaise, on sait qu'en même temps, il faut que ça corresponde à la réalité de ce qu'elle a besoin, etc. Une fois qu'on a la trame du cours,
j'essaie d'adapter, d'aller voir la personne, ça va, ou de la conseiller, ou alors parfois de lui mettre un peu plus de pression, etc. Donc s'il y a une partie un peu de PNL, tu vois, qui permet de cadrer le cours et de l'adapter à chacun. Et donc cette approche organique permet d'adapter le cours à tous. Mais tu parlais d'athlète de compétition, la plus grosse exigence, je trouve, elle n'est pas avec les athlètes de compétition. Moi, j'aime beaucoup coacher les loisirs parce que les loisirs ils viennent, ils sortent de leur journée, ils payent. Même les pros maintenant, ils payent leur entraînement et tout, mais je veux dire, ils viennent, faut que tu leur donnes un truc solide, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te moquer d'eux. Ils viennent, ils donnent du temps. Il faut que tu leur donnes du temps, il faut que tu fasses un truc bien. Donc, je trouve que c'est un exercice qui est bien et c'est une erreur pour un coach de ne coacher que des compétiteurs, je pense. Et ça montre un parti pris. Je pense qu'à partir du moment où tu coaches que des compétiteurs, t'arrêtes d'évoluer. Et puis tu perds le reste de ton club et c'est pas. Déjà, t'as la partie économique, effectivement. Non, mais la partie économique, c'est voilà, enseigner, je pense, au groupe. Ça t'aide aussi à spécifier sur un tel ou tel athlète qui va en compétition. C'est ça. Moi, j'aime bien spécifier. Après, c'est dur de trouver un équilibre, une harmonie, parce que plutôt entre tout ça, mais c'est un vrai art. Hein. C'est vraiment, t'es tout le temps sur une corde, tu vois. T'es tout le temps en train de marcher sur un truc, et puis tu sens que t'es parti là, mais en fait t'es un poil en avance ou en retard, ou un poil trop fort. Ou tu sais, c'est une musique particulière que tu dois toujours dompter un cours et des élèves, tu vois. Et moi, c'est ce qui me motive. Hein. C'est ce qui me motive clairement. Eva Dourt, donc une de tes athlètes qui combat bientôt à Hexagon MMA, disait de toi que tu as su l'amener, sans qu'elle s'en rende compte, à aimer la boxe, les transitions, lutte, boxe. Et elle est venue à ça sans s'en rendre compte. Donc ça veut dire que tu réussis à donner plaisir à un athlète, à faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire et à passer cette transition-là. Ouais, vas-y. Non, mais voilà. Donc, la question qui me vient comme ça à l'esprit, c'est comment fais-tu pour pas qu'ils s'en rendent compte et qu'ils prennent du plaisir? C'est-à-dire que tu instaures un côté ludique aussi à tes entraînements? Ouais, c'est plus, Quand j'ai du ludique, hein, non, voilà. C'est moins que c'est beaucoup moins que péjoratif, pardon. C'est même un cours qui est pas ludique, on sait que sans rentrer dans les trucs, on sait que les animaux apprennent à combattre en s'amusant, donc voilà, on va pas sortir les grands mots et tout ça. C'est pas du tout l'objectif, tu vois. Non, mais par exemple, on sait que les enfants, on les amène au sport de combat grâce au ludique. C'est-à-dire voilà, ils s'amusent et ils progressent sans s'en rendre compte. Un athlète quelque part, en effet, tous ceux qui ont fait des sports de combat, qui font des sports de combat, on s'amuse aussi parfois, on prend plaisir. Donc c'est vrai que et ça c'est le coach qui trouve les exercices pour nous faire évoluer. En fait. C'est encore une fois pas pour parler de manière, pour être juste. Et je pourrais te dire devant la caméra, j'organise tout, je fais des tableaux et tout, et puis je sais exactement quand pousser et tout. Et puis je te dis non, c'est pas ça. Franchement, c'est une sensibilité. C'est une sensibilité. C'est une sensibilité. Tu dois sentir des fois. Donc des fois, c'est sûr, tu vas être à côté. T'es à côté de la plaque, c'est obligé. Mais c'est une sensibilité de pas trop parler. D'avoir les mots justes, de dire, de communiquer, ou alors de dire c'est bien, ou alors dire non, là t'as fait de la merde, etc. Tu vois, et c'est une sensibilité que tu développes, c'est une sensibilité, ce que tu développes avec le temps. Et si t'es guidé par la bienveillance, mais une bienveillance, pas une bienveillance, je dirais pas fragile, mais une bienveillance qui va être balayée par le moindre coup de vent, etc. Une bienveillance où tu sais où tu veux performer, eh ben, je vais tout faire pour. Mais en même temps, faut que tu kiffes. Et en même temps, faut que ça te construise, tu vois. Et si on arrive vers ça, c'est important. Vraiment, hein, si la personne, elle sent que, même si tu fais de la merde, mais si la personne, elle sent que tu mets tout ton corps, et que tu t'essaies vraiment avec le temps que t'as de lui donner, des éléments pour atteindre ses objectifs, je pense qu'elle va le ressentir. Alors t'en as, il leur faut 12 heures par jour, t'en as, il leur faut une ou deux séances par semaine, t'en as, tu sais, ça dépend, tu vois, ça dépend, tout le monde va piocher, tu vois. Moi, je pense que l'entraîneur, c'est un outil.
Et l'accompagnant, je dirais même l'entraîneur, l'accompagnant, c'est un outil. Et le combattant doit pouvoir l'utiliser. Mais de temps en temps, c'est aussi un panneau indicateur. Il doit dire aussi, non, là, tu es en train de faire de la merde, attention. Tu sais, il doit mettre des red flags. Mais sinon, il accompagne, il fait comme ça, tu vois. Tu sais, il cadre, attends, va pas trop par là, fais ça, tac, 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 tu vois. Est-ce que tu as un rôle, d'ailleurs, en dehors aussi de la salle? C'est-à-dire, est-ce que parce qu'il y a un côté affect aussi, avec certains athlètes, on sait qu'il y a le côté, parfois même grand frère, voire papa, en prenant de l'âge, avec les plus jeunes. Est-ce que tu as ce côté affect en dehors de la salle? C'est-à-dire, est-ce que tu vois aussi tes athlètes en dehors pour d'autres événements? Certains, oui, mais j'essaie d'éviter d'avoir une position. On est obligé de passer par là. Je pense que surtout les coachs, on est obligé de passer par ces étapes-là au début. Mais j'essaie d'avoir une position maintenant. Tu sais, j'ai pas peur de faire des erreurs. J'ai pas peur de rigoler. J'ai pas peur de. Tu sais, je viens pas et genre je parle à personne dans la salle et c'est l'atmosphère. Ah, il y a le sensei qui arrive et tout. Oui, non, t'as assis pas ton du tout. autorité autrement en fait. Ouais, je vais faire. Non, même pas d'autorité. Enfin, le respect quoi. Je vais faire de la merde et ils vont me voir tomber, ils vont me voir faire des erreurs, ils vont me voir louper une stratégie, ils vont me voir et on va avancer ensemble, tu vois, comme ça. Par contre, si je suis constant dans ma volonté de m'améliorer en tant que coach, ils vont le voir aussi. Ce qui est le cas. C'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, franchement, c'est ni humble ou pas, ça serait faux de moi-même de dire que je sais pas de m'améliorer. Maintenant, si j'y arrive le plus souvent que je n'y arrive pas, je sais pas. Mais en tout cas, je le fais. Pour revenir à ta question, souvent on parle avec les élèves, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Je pense qu'il y a des coachs qui sont beaucoup plus proches que d'eux. Mais en tout cas, ce qu'ils savent, ceux qui sont proches de moi, tu vois, enfin ceux que ça fait longtemps que je suis là, il y a rien, tu vois, ils peuvent tomber, ils peuvent. Moi, mes élèves, ils peuvent me dire, je vais faire une métaphore qu'il y a dans un film, j'ai oublié le nom, mais les gens ils vont comprendre, même si ne prenez pas, faut pas qu'ils fassent un montage, ils prennent juste ça, sinon on va me tirer dessus. On cut pas. Déjà, on cut pas. Eva, Mathilde et même plein de mes élèves, la plupart de mes élèves et tout ça, si demain ils m'appellent, ils me disent, ok, je peux pas te dire ce que j'ai fait, mais faut qu'on aille buter des gens demain. Il faut une voiture. Je peux pas te dire pourquoi ni comment, mais faut qu'on y aille. Je vais même pas lui dire. Je vais dire, ok, on prend quelle voiture, comme dans le film là, tu sais, tu vois. Je vais même pas. C'est ce genre de confiance là, tu vois. Je suis pas leur père, je suis pas leur grand frère. Je suis le pote, tu sais que même si on se voit pas pendant 15 ans, t'es là. Si tu me dis demain il y a un problème, je suis là. J'aime bien se garder ce côté à l'ancienne, tu vois. J'aime bien se garder ce côté un petit peu comme ça, tu vois. Et je pense qu'ils le sentent des fois. Justement, je disais ouais que t'es plus le même coach et que tu progresses sans cesse et que tes élèves le voient parce que t'es un coach à l'ancienne, donc avec ses valeurs à l'ancienne, comme tu disais, mais t'apportes énormément ce qui est les outils de la modernité, la technologie. Donc, tu peux nous en parler un peu? Je sais que tu fais tes combats, les sparring à l'entraînement. Il y a des petites électrodes parfois qui viennent sur le corps. Donc, tu peux expliquer un peu toute cette nouvelle technologie que tu utilises à bon escient? Bah en fait tous les outils que j'utilise et tout, c'est que j'apprends beaucoup, notamment avec Lionel Brézéfan qui est la personne avec qui je travaille à la Fédé. À la Fédé et qui était mon formateur et tout. Et donc, il est chargé de la cellule de performance à l'INSEP pour la boxe anglaise. Donc, utiliser ces méthodologies-là pour les athlètes, c'est bien. Même si je pense que je pourrais le faire beaucoup mieux. Et je pense qu'il y a des coachs qui sont pas connus en France qui font vraiment beaucoup. J'ai rencontré un entraîneur de Maubeuge qui est incroyable l'autre jour, qui me parlait de ça et qui est ouais. Il y a des gens qui sont vraiment top là-dessus, mais en fait trouver encore une fois la juste utilité au bon moment, c'est intéressant. Et aussi savoir sur quel levier il est le plus intéressant de jouer à ce moment-là, tu vois. Donc par exemple, je te donne un exemple tout con. On m'avait appris à faire des fiches de stratégie et du coup je faisais des fiches de stratégie pendant un moment pour tout et n'importe quoi. Et pour certains athlètes, en fonction de leur modalité, ils en ont besoin. Pour d'autres, il faut que ça passe dans l'entraînement. Il faut que ça reste dans l'entraînement. Il faut que ça devienne instinctif. Tu vois, chacun va avoir une approche différente. Donc, j'essaye, je teste et des fois par manque de constance, je zappe un outil. Des fois, je le réutilise et tout ça. Mais en gros, les méthodes qu'on utilise, c'est beaucoup de présence. C'est déjà de la présence et de l'analyse et du bon sens. Et après, on va rajouter certains outils qui peuvent être, que ça soit des matériaux, de frappe ou alors des ateliers. Je pense que la plus grosse technologie qu'il y a, c'est dans la communication entre les athlètes et le feedback qu'ils ont directement. D'accord.
au moment du combat et tout. Je crois que c'est la plus grosse la plus grosse technologie qu'on peut avoir. Ouais. Ça reste à l'ancienne encore. Ça reste à l'ancienne, mais les méthodes de communication sont aiguisées, je vais pas dire forcément modernes, mais ouais, sont modernes. C'est-à-dire que on va essayer. Tu vois, j'aimerais être le type de coach que le jour où j'arrête ma carrière, enfin, le jour où j'arrête de coacher, je pense que il va falloir longtemps, parce que pour arrêter de coacher, il faut du temps. Mais, le jour où je dois arrêter, ou même s'il y avait un truc que je voudrais arriver, c'est, prendre le mec ou la fille, ou la personne non genrée, et qui se dit, c'est impossible. Genre, non, lui ou elle, ou it, c'est impossible, il n'y arrivera pas, c'est pas une personne et tout, et trouver une méthodologie pour le rendre performant, c'est ouf. Ah ouais, toi t'aimes les challenges. Non, mais c'est ça, c'est ça. Tu sais, les proverbes à la con, là, où il y a des mâles alpha ou des alpha, ou alors les trucs, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ben, moi, je veux transformer des pigeons. J'aimerais contribuer à transformer des pigeons. J'aimerais transformer des gens en loups, tu vois. C'est ça, tu vois. C'est beau. Et cette capacité, justement, à s'adapter, à communiquer, tu penses que tu as plus appris de ton expérience de combattant, ou de voir différentes salles en France et à l'étranger? Parce qu'on sait que tu as été beaucoup au Brésil et aux États-Unis. Ouais. Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu tout ça, un peu de la vie de tous les jours. Il y a un peu aussi du travail. En dehors, je faisais beaucoup de sécurité et tout ça et tout ça. Il y a un peu aussi du fait que de la mixité du nombre de personnes que je rencontre, et peut-être un truc naturel que j'ai en moi qui me dit moi je doute. Et donc, j'essaie de toujours m'adapter à la personne, à mon interlocuteur. Par exemple, je vais me dire, quelle est la posture qui va faire que la personne, elle se sente bien avec moi, tu vois. Pas tout le temps, hein, pas tout le temps. Des fois, je suis totalement l'inverse. Mais, quand je suis en mode bienveillance, qui doit être 90% du temps, tu vois, j'essaie de mettre un mode de communication qui soit à l'aise. Et donc, et ça, je me souviens, je le fais depuis longtemps. Et du coup, c'est avec les athlètes, peut-être s'ils le ressentent. D'où ça vient, c'est peut-être des facilités de la vie, des trucs complètement au hasard. Mais effectivement, les voyages entraînent cette sensibilité-là, l'aiguise, parce que tu dois t'adapter. Pour t'adapter, tu dois ressentir rapidement. Et pour ressentir, bah, tu dois être dans le moment présent. Ouais, tu dois écouter. Un grand philosophe devant l'éternel, Jean-Claude Van Damme, disait il faut être aware. Et du coup, il faut être aware. C'est prendre de ton environnement, être à l'écoute. C'est ça. Juste une question pour revenir là-dessus, excuse-moi. Je t'en prie. Jean-Claude Van Damme. Non. Bloodsport. Est-ce qu'on peut parler de Bloodsport un petit peu? Ah, bah, t'as un fan, hein. Ah ouais. T'as un fan de... Le Dim Mac. Qui nous manque, le Dim Mac? Senzo Tanaka et son Shidoshi. Et même si c'est Bruce Springsteen son maître, qu'est-ce que ça changerait? Si Senzo Tanaka est son Shidoshi, alors qu'il nous montre le Dim Mac. Tu sais ce que c'est, toi, un Dim Mac? Sa spécialité. Sa spécialité. Non. On peut y passer. On peut y passer la nuit. On peut passer la nuit. Je connais les répliques par cœur. Non, je voulais revenir justement sur cette sensibilité, parce que nous, quand on s'est croisés une des dernières fois, tu sortais du combat d'Alexandra Tekena, Ouais. qui a perdu. Ouais, je m'étais énervé avec un gars, ouais. Tu étais très affecté en fait, par cette défaite. Et ce qui m'avait marqué, en fait, je me dis, s'il est comme ça avec tous ces athlètes, ça doit être dur au quotidien quand même, à prendre autant de déceptions pour chaque athlète. En fait, ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je pense que les gens, tu sais, souvent dans les médias, surtout même dans le MMA, souvent ils disent ouais, non mais moi, tu vois et tout. Il y en a beaucoup, ils cachent, alors qu'en fait c'est des super personnes, mais ils cachent et pour eux c'est une faiblesse. Non, moi je prends tout en plein dans la gueule. Je suis une éponge. Je prends tout. Ouais, je prends tout. Avant je l'aurais pas dit, tu vois, mais maintenant je le dis. Et maintenant, ce que j'essaie, c'est plutôt que m'opposer à ça, j'essaie de construire avec cette énergie émotionnelle, tu vois, de faire un truc positif. Alors, des fois, ça marche, mais des fois, ça marche pas. Comme le petit gars, je lui ai dit, pourquoi tu me regardes comme ça et tout. Après, je me dis, je suis désolé, excuse-moi et tout ça et tout. Kélian, je te regarde. Ouais. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message, tu te souviens, je t'ai dit, je m'excuse et tout ça, tu vois. Et tout. Donc,
On pourrait, certains médias pourraient parler de moi et dire que c'est une mauvaise personne et qui parle mal et tout ça. Bah ouais, franchement, si regarde dans ma vie, il y a plein de fois où j'ai mal parlé à des gens. Des fois, j'ai fait de la merde et tout ça. Mais ça fait partie. Ouais, ça fait partie du je game. pense que... Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du game. Et du coup, maintenant là, les athlètes, des fois, quand ils gagnent ou ils perdent, ça crée une émotion tellement forte, soit de fierté, soit de culpabilité parce qu'ils ont perdu, qui peut, si t'es fatigué, si t'es dans des auspices particuliers, tu peux déraper un petit peu. Par contre, je dérape moins qu'avant. C'est-à-dire que par contre, ça va dans les deux sens. Mes hauts sont moins hauts, mes bas sont moins bas. D'accord. Tu vois, je suis dans un truc comme ça, tu vois. Ce qui permet d'avoir une clairvoyance quand même dans les situations et de pouvoir gérer les situations, peu importe l'énergie émotionnelle qu'elles produisent. Voilà. Si on parle maintenant dans le rationnel, pour toi, en tant que coach, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui arrive à la salle, tu te dis, voilà, il est apte à combattre. Quels sont, si on prend Aldric Cassata, il disait que voilà ce que fait un combattant performant, c'est un combattant qui a, grosso modo, hein, je vais essayer de pas déformer ce qu'il a dit, un très bon cardio, qui est capable de répéter très rapidement ce qu'on lui a enseigné, donc la technique, voilà. Et dernier point, le mental. Mais le mental, pas uniquement la force de caractère, la volonté, mais aussi l'intelligence de combat. Intelligence de combat. C'est-à-dire regrouper un peu ces 3 points-là. Donc, quant à ça, grosso modo, tu es prêt à aller combattre ou tu es un bon combattant. Toi, c'est quoi pour toi les points forts d'un bon combattant aujourd'hui ou d'une combattante, bien entendu? C'est difficile dans un sport à haute incertitude et à maturité tardive comme le MMA de dire qu'il y a une formule qui permet d'identifier. Mais maintenant, c'est les marqueurs que Aldric a dit, c'est totalement vrai. C'est vrai. Je vais pas être original. Je pense qu'il a raison sur tous ces points-là. Ouais, tu peux être d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Maintenant, comment créer ça chez un athlète, j'ai pas encore autre que d'être avec lui et de l'accompagner chaque jour et de faire des petites adaptations. J'ai pas trouvé d'alchimie. Alors, allons encore plus loin. Alors, dans l'analyse de l'athlète, du compétiteur, ton compétiteur qui est dans la cage, d'accord? Compétiteur professionnel ou amateur, bien entendu. On sait que, par exemple, chez Daniel Voirin, l'élément essentiel dans la cage, c'est le déplacement. C'est que, voilà, si tu sais te déplacer, normalement, t'as pas fait le plus gros du job, mais bon, voilà, ça participe à ça. Toi, c'est quoi? Quel serait le premier élément ou les 2 éléments essentiels pour un combattant dans la cage? Ouais. Tu vois, ces coachs, ils disent des trucs qui paraissent simples, mais en vrai, qui sont c'est très pointilleux. C'est toujours pareil, c'est l'élément spatio-temporel. C'est-à-dire que si tu arrives à gérer l'espace et le temps, peu importe le nombre de techniques que tu as, si tu as quelques spéciaux dans chaque distance et que tu arrives à avoir un état d'esprit, un état mental, ou à défaut de trouver un autre terme, qui te permet de performer, c'est-à-dire de pouvoir bien gérer la distance et le timing et toutes les subdivisions de ces compartiments. Je pense que t'es bien pour le combat, tu vois. Donc voilà. Après, effectivement, faut que sous le capot, faut que t'aies un moteur bien et faut que tu saches gérer ton énergie, tu vois. Si t'as jamais fait des 3x5 et que tu vas dans la cage et que tu vois. Donc il y a des benchmarks que tu dois avoir. Et après, ce qui permet de performer, je pense vraiment, c'est la prédisposition, l'état mental dans lequel t'es, l'état psychologique ou mental ou je sais pas. Tu vois, le fameux état de flow, même s'il va être différent pour tout le monde, qui va te permettre de t'adapter à tout type d'adversaire et surmonter n'importe quelle adversité. Si tu prends des exemples, on peut prendre des exemples style John Jones, des combattants comme Conor McGregor, José Aldo. Ah, tu les prends pas tous pour les mêmes qualités. Non, je fais exprès. Et en fait, si tu les prends, on pourrait identifier très rapidement leur zone de spécialisation. Clairement. D'accord? Donc, ils ont des gros points forts en attaque dans certains compartiments où vraiment ils sont très très forts et une grosse base de défense. Qu'est-ce qui leur permet d'exprimer ça? C'est leur mental, leur capacité à performer le jour de la compétition. Être vraiment présent. Donc c'est un état d'esprit, ça, c'est
il y a plein de facteurs. C'est multifactoriel. Il y a plein de facteurs là-dedans et ça serait difficile de donner une formule pour performer mentalement là. Mais en tout cas, si tu maîtrises l'espace et le temps, le timing et la distance, la plupart de tes techniques, elles vont fonctionner. C'est vrai que là, tu viens de dire quelque chose que récemment, on a eu cette conversation-là avec Baki, qui me disait, ouais, la différence parfois dans un combat se fait le jour J, parfois 1 heure avant, c'est l'état mental dans lequel tu vas monter dans la cage. Et parfois, tu le sais même pas que tu vas être dans cet état d'esprit. Et ça peut simplement faire tout basculer à ton avantage ou à ta défaveur, quoi. Bah, je pense que l'évolution, là, au-delà de technique et tactique des prochaines années du MMA, c'est justement se rendre compte que l'athlète est pour eux et que pour que il performe, on doit identifier dans la vie de tous les jours en faisant des tests match, en le mettant en situation, mais pas que dans la cage, aussi avec un contexte peut-être proche de celui d'adversité, proche de celui du combat. Une salle un peu plus froide ou un peu plus tu vois, des trucs comme ça, sortir de son contexte, tu vois, où d'habitude il s'entraîne, le tester et lui permettre de s'adapter à chaque fois à ça, qu'il apprenne à s'adapter aux différentes exigences exogènes au combat. Et je pense que là, le combattant, il va avoir tout pour performer. Même s'il y aura toujours le facteur X, etc. Mais que tu maîtrises pas. Mais effectivement, ouais. Et c'est Henri Cejudo qui avait fait ça avec Weili Zhang, quand il est venu combattre aux États-Unis. Il avait pris genre toute sa salle, et toute sa salle était en train de la huer en disant tu auras toute la salle contre toi ce jour-là, et sois prête. Et il avait conditionné comme ça et tout. Je trouvais ça hyper extrême comme technique. Ouais, mais je pense que c'est une bonne idée. Tu sais, les anciens boxeurs comme Rocky Marciano ou d'autres, ils reculaient pendant deux mois, ils faisaient des camps d'entraînement, ils sortaient. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit tu t'immerges. Je peux te couper 2 secondes. Tu viens de parler de Rocky Marciano. Tu peux dire simplement, grosso modo. Bah, c'est un des seuls boxeurs, c'était un multiple champion du monde de boxe anglaise. Mais quelle époque? C'est surtout ça. Invaincu, c'est 1900. C'est avant 60. C'est 1940. C'est ça. Ouais, voilà. 40 et quelques combats, etc. Non, mais c'est important, c'est-à-dire que t'as une culture. Non, mais c'est pour ça. Non, mais il est connu, surtout la non? culture. C'est quelqu'un de connu, non? Oui, mais on est d'accord, mais pas forcément pour tout le monde, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que t'as quand même, voilà, si tu connais même des combattants d'un autre siècle, d'une autre époque, voilà. Mais c'est normal, j'ai travaillé, ça fait longtemps que je suis là et donc j'ai vu, tu vois. Et puis en même temps, pour étaler un petit peu sur la tartine, il faut quand même de temps en temps lire des trucs. Oui, voilà. Non, c'était un poids lourd qui était petit par rapport aux autres. C'était plus petit de sa taille. Ouais, c'est clair. Voilà, il y avait. Il était sur la boxe anglaise. Oui, non, mais oui, on fera l'émission. Voilà. Non, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus calés que moi là-dessus. Non, mais voilà, non, mais c'est important de. Et du coup, ils avaient des méthodes spécifiques et chacun va avoir son truc, mais en tout cas déjà dès ce moment-là, des athlètes d'exception. Parce qu'il était invaincu clairement, et du coup se mettait dans un contexte, dans un cocon, et voilà, tu vois, par exemple Morgan Charrière, j'aime beaucoup la manière dont il a de ramener, je dirais pas son confort, mais au final, moi il m'apprend beaucoup en le suivant et tout, parce que il ramène partout où il va, c'est son confort en fait, pas son confort, mais c'est son truc, tu vois, les médias, le voyage, il fait intérieurement et extérieurement, il fait en sorte que tout aille dans son sens, tout lui donne de l'énergie, tu vois. Et je pense que un athlète doit tendre vers ça effectivement, ouais. Même les gens qui t'accompagnent, ils doivent donner de l'énergie. Tu sais, tout doit être propice à ça, tu vois. Ouais, tu dois limiter. Je pense qu'on sous-estime l'aspect, l'influence de l'extérieur sur un combattant. Je pense qu'on le sous-estime. On sous-estime l'influence du coach déjà sur un combattant. Beaucoup. Enfin, nous, de notre point de vue, c'est qu'on discute souvent, quand on regarde les combats, etc. On dit, ouais, il a fait ça et tout. Ouais, mais tout ce qu'il a fait dans la cage, c'est le coach qui l'a amené, qui l'a pas travaillé, forcément. Qui a fait, il n'y a jamais une technique qu'il a jamais fait à ça, que tu as jamais montré et qui sort. Alors, moi, ça m'est arrivé. C'est John Jones, quoi. Moi, en fait, ça dépend du combattant. Ça dépend de sa méthode d'apprentissage, ça dépend plein de trucs, tu vois. Je pense que c'est très fluctuant l'influence du coach sur le développement d'un combattant. Du coup, ça m'amène à la dernière question. Bah, ma dernière question, t'en poserai une après. Ouais, moi j'ai encore 15. Ah, pardon, vas-y, je vais essayer d'aller plus vite. Non, c'est bon, on a plus le temps. À quelle part t'estimes justement le travail et le talent dans la performance d'un combattant? Oh là là.
Alors là, c'est des super questions. Mais alors, attends, je vais essayer d'être concis. Ça dépend du combattant. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Il y a un livre qui est super intéressant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Code du Talent, The Code of Talent, qui parle justement de ça avec cette étude. Et du coup, la plupart du temps, bien qu'il y ait un aspect génétique pour des qualités très restreintes, de type d'explosivité, de force, etc., des trucs très très linéaires, tu vois, le facteur exogène de la personne, c'est-à-dire dans le milieu dans lequel elle grandit et tout ça, va influer aussi sur son évolution. Et si on arrive à identifier ces facteurs d'influence, on va pouvoir l'amener dans différentes directions et développer de tel ou tel talent. Donc un talent, c'est une capacité de reproduire un fait, une action avec la plus haute précision et la plus haute performance sous pression, par exemple, ou quand c'est mesuré. Donc on va dire que en tout cas dans le sport, ça se mesure comme ça. Du coup, il y a différentes pressions, différentes manières de mesurer. Donc ça peut être la décision d'un arbitre, ça peut être la pression, c'est l'adversité que met ton adversaire, le cutting et tout ça. Du coup, ça va dépendre de chacun. Je te jure, le mot alchimie, il est vraiment juste parce que ça va dépendre. Tu dois doser avec chacun, le combattant aussi. C'est pour ça que je pense que le combattant, il doit apprendre à se connaître et il doit dire non, là c'est trop, là c'est pas assez, là il me faut ci, là il me faut ça. Et le coach, il doit avoir le savoir pour dire je pense que là t'en fais pas assez, je pense que là t'en fais trop, ou là, tu sais, il doit y avoir ce mélange comme ça, tu vois, c'est comme l'atome et l'électron, c'est pas exactement où il est, mais tu identifies, c'est de la physique quantique, tu vois, tu dis c'est à peu près là, à peu près là, à peu près là. Et du coup, souvent je me pose la question de mettre un post sur Internet et dire à partir du moment où un coach il dit je vais vous faire gagner, ou il accepte que on dise c'est le meilleur coach ou c'est le meilleur truc, il y a un problème parce que ça veut dire qu'au fond il reconnaît pas cette loi qui est que c'est impermanent, c'est-à-dire on sait pas. Peut-être qu'en ce moment là tous les auspices ils sont tournés vers toi, mais peut-être bientôt ils sont pas. Donc toi faut que tu là où tu es fort, c'est si tu arrives à préserver autant que faire se peut, tout comme ça dans l'alignement pour continuer à faire des résultats. Mais en vrai, tu maîtrises pas tout. Et donc, il y a des saisons. Un coach, ça a une saison. Un athlète, ça a une saison. Et le travail limite la date, augmente la date de péremption d'une personne. Mais on a tous un moment où voilà. Et donc voilà. Donc au niveau du talent et tout. Le travail va créer le talent, va stimuler le talent. Il y a différents types de travail. Il y a aussi le travail, l'analyse, comme Gordon Ryan il dit. Tout le monde veut s'entraîner à fond. Il y en a beaucoup, mais par contre faire le travail d'analyse vidéo et tout ça, d'analyse de mes combats, je pense que ça aussi c'est une grosse partie. Ça c'est une de mes questions, mais je la poserai pas celle-là. Dernière question. Après je t'embête plus. Tu m'embêtes pas du tout. Mais je t'embêterai en off. Au contraire. Je vais te montrer une position, bien sûr tu vas reconnaître, si je te montre ça. Le shield. Voilà, on est dedans. Je sais que tu travailles dessus. Beaucoup, ouais. Pour Eva, elle rigole parce que je leur dis ça, shield. Voilà. Je dis ça dans tous les combats, les gens ils doivent se dire c'est quoi ce gogol là qui dit bouclier. On n'est pas à la voilà. Tu prépares aujourd'hui des combattantes qui vont combattre à Hexagone et à Arès, qui ont plus ou moins une ressemblance dans le combat. Donc, tu es en train de travailler. Donc, alors, peux-tu nous expliquer un tout petit peu cette nouvelle façon que tu travailles sur en fait, je mets des mots sur des trucs que les gens ils utilisent déjà depuis longtemps. Et j'utilise des vidéos parce que j'apprends beaucoup avec YouTube et même Instagram. Voilà. J'apprends beaucoup avec des petits clips et tout ça. Donc, le shield, je l'ai rencontré la première fois dans une. Alors là, je vais me faire tirer dessus par des gens, par une discipline, par un art martial de self-défense qui s'appelait le Jeet Kune Do. Le Jeet Kune Do. Et donc, il y avait une école qui s'appelait le SBG, je sais plus quoi, aux États-Unis. C'était l'autre SBG, la maison mère, qui travaillait une garde qui s'appelait la Monkey Guard. Donc, c'est ce système-là, là, tu sais, où tu défends.
C'est important parce que on n'a pas de gants de boxe. Non, mais voilà, c'est pour ça que c'est important, c'est pour c'est ça, voilà. important. Et du coup, en fait, le positionnement du poignet et le fait pareil, d'engager les trapèzes et la tête était important parce qu'il disait que le plus gros différentiel qu'il y a entre deux athlètes, en tout cas en percussion, c'est le temps de réaction et la vitesse de perception d'une frappe. Et le shield va permettre, et l'utilisation des mains, donc qui est beaucoup utilisé en self-défense, et qui, je pense qu'il commence à arriver, le trapping. On le voit de plus en plus arriver en MMA avec notamment Volkanovski, qui permet de diminuer l'écart de vélocité, donc de vitesse entre deux athlètes, que ça soit pour effectuer un mouvement, mais en même temps pour lire les mouvements et de temps de réaction. Donc le shield et l'utilisation des mains permet de ralentir un peu tout ça et donc de mettre les deux athlètes sur le même, à peu près au même niveau, en tout cas dans ces qualités-là. Et du coup, on le travaille. Ensuite, j'ai remarqué que des athlètes n'ont pas forcément des super temps de réaction. C'est très difficile d'améliorer le temps de réaction outre mesure d'un athlète. C'est très difficile. On peut le faire, on le fait. On travaille tout le temps dessus, c'est la base du travail. Mais en même temps, être sûr qu'il ait une défense très très solide, je pense que c'est important. Pourquoi ça m'est venu? C'est parce que moi, quand je boxais, quand je combattais, j'avais un mauvais shield. Et donc, je me suis dit, je vais éviter cette connerie, je veux qu'ils aient une très très bonne défense. Dernier. Tu travailles aussi par rapport à tes hanches, par rapport au shield aussi, forcément. Ouais, le placement des hanches, le travail, tout quoi. Parce que en sinon, fait, voilà, c'est coordonné. Voilà. Le shield, en fait, c'est c'est pas que la partie visible de l'iceberg, c'est tout le corps qui doit être capable d'absorber les impacts. C'est ça. Voilà. Ça peut paraître un peu du qigong et tout, mais non. En réalité… On va te réinviter pour parler plus technique parce que franchement, voilà. Exactement. On termine sur une référence à Bruce Lee, donc parfait. Je pense que la boucle est Van Damme, Bruce Lee. On est heureux. Merci Johnny. Merci à vous, c'était top. Dit. Merci à vous tous. Je pense que vous avez dû kiffer ce podcast entre nous. À bientôt pour d'autres vidéos et bientôt à la bagarre. Merci. Os.